Le soleil se couchait sur l'horizon des prairies, peignant le ciel de couleurs de sang et d'or. La poussière s'élevait en colonne sous les sabots des chevaux, et l'air vibrait d'une chaleur qui ne retombait pas, même avec l'arrivée du soir. Emily Harrison serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, laissant des croissants rouges sur sa peau. Les cordes autour de ses poignets la brûlaient, mais la douleur physique n'était rien comparée à la tempête d'émotions qui faisait rage dans sa poitrine. Le poste de traite de Jack Carter se dressait aux confins de la civilisation, là où s'arrêtaient les colonies de Blancs et où commençaient les terres indiennes. Ces murs de rondins bruts recouverts d'écorce et de résine exhalaient une odeur de bois et de fumée de tabac. À l'intérieur, cela sentait le whisky, la sueur et quelque chose d'acide, peut-être la peur. Emily connaissait désormais trop bien cette odeur. 20 $ en or, dit Carter en se frottant les doigts gras. Et 5 fusils en plus. Une bonne affaire pour une si belle femme? Sa voix était rauque à force de fumer constamment, et ses yeux étaient de petits et avides, comme ceux d'un rat. Emily aurait voulu lui cracher au visage, mais le bâillon dans sa bouche l'empêchait même de parler. Elle ne pouvait que regarder ces hommes, qui discutait de son avenir comme si elle était un sac de farine ou une tête de bétail. « Je ne sais pas, Carter », lança l'un des ravisseurs, un homme décharné à la barbe rare. « Ne vaudrait-il pas mieux la vendre à Santa Fe? On en tirerait plus cher pour une beauté pareille. »« À Santa Fe, le shérif est trop curieux, » répliqua Carter d'un geste de la main. « Ici, c'est calme, tranquille. Les Indiens paient honnêtement. Ils ne craignent pas de problème. » Emily ferma les yeux, essayant de ne pas penser à ce qui l'attendait. La veille encore, elle ramassait les œufs dans le poulailler de la ferme de son père, prévoyant d'aller en ville acheter du tissu pour une nouvelle robe. La veille encore, elle avait une vie, une famille, un avenir. Et maintenant, le bruit des sabots fit taire tout le monde. Carter regarda par la fenêtre en plissant les yeux. « Ils sont arrivés », grogna-t-il. « Amenez-la dans la cour. » Des mains rudes soulevèrent Emily de sa chaise et la traînèrent vers la porte. Elle tenta de résister, mais les forces étaient inégales. L'air du soir lui frappa le visage, apportant avec lui une odeur d'absinthe et de feu de camp lointain. Dans la cour du poste de traite, un groupe d'Indiens était rassemblé. C'était la première fois qu'Emily les voyait d'aussi près. Grands, le teint hâlé, avec de longues chevelures noires tressées, des chemises de cuir ornées de perles et de plumes, des arcs dans le dos, des couteaux à la ceinture. Ils avaient l'air majestueux. Pas du tout comme on les décrivait en ville. Non pas des sauvages, mais des hommes pleins de dignité et de force. L'un d'eux se détachait des autres. Grand, aux larges épaules, avec un visage comme taillé dans la pierre. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et quand il posa son regard sur Emily, elle sentit quelque chose vaciller en elle. Pas de la peur, autre chose, d'incompréhensible. « La voici !» déclara Carter en poussant Emily en avant. Jeune, en bonne santé, travailleuse, elle sait cuisiner, coudre et même lire. Une rareté dans ces contrées. Le chef, car Emily comprit immédiatement que c'était lui, fit lentement le tour d'elle, l'étudiant. Son regard était attentif, mais pas insolent. Il la regardait comme une personne, pas comme une marchandise, ce qui était étrange après la façon dont les trafiquants l'avaient examinée. « Comment s'appelle-t-elle » Sa voix était profonde, avec un léger accent. « Emily » répondit Carter. « Emily Harrison. »« Jasper. » D'une famille de fermiers au sud d'ici. Le chef s'arrêta devant elle, la regardant droit dans les yeux. Emily voulut détourner le regard, mais ne le put. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui la forçait à soutenir son regard. « Enlevez-lui le bâillon, dit-il doucement. »« Pourquoi ?» s'étonna Carter. Elle pourrait crier, attirer l'attention. « Enlevez-lui le bâillon, répéta le chef, et sa voix prit des inflexions d'acier. Carter, à contre-cœur, défit les cordes. Emily essaya immédiatement de parler,
mais sa gorge était sèche, et seuls des sons rauques sortirent. « De l'eau !» dit le chef à l'un de ses hommes. Un instant plus tard, Émilie buvait dans une coupe en bois, goulûment, sans se soucier de son apparence. L'eau était froide, pure, la meilleure eau de sa vie. « Merci », murmura-t-elle quand elle put enfin parler. Le chef hocha la tête, puis se tourna vers Carter. « Combien en voulez-vous ? 20 $ en or et 5 fusils, répéta le marchand en se léchant les lèvres. Non. Le mot tomba, sec et définitif. Carter fut décontenancé. Comment ça, non? Nous nous étions mis d'accord. Nous ne nous étions pas mis d'accord sur un commerce d'êtres humains, dit le chef. Je pensais que vous proposiez de racheter une captive. Mais ce n'est pas une captive, n'est-ce pas? C'est une jeune femme enlevée. Émilie sentit son cœur battre plus vite. L'avait-il compris? N'allait-il pas l'acheter? Quelle différence? Grogna Carter. L'argent qu'est le même. Il y a une différence. Ma tribu ne commerce pas avec des personnes volées. Le chef se retourna, prêt à partir, mais Carter le saisit par le bras. Attendez, on peut peut-être s'arranger. 15 $, 10. J'ai dit non. Alors qu'est-ce que je fais d'elle? Hurla le marchand. J'ai déjà investi, pris des risques. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Le chef s'arrêta et se retourna lentement. Son regard devint froid, dangereux. Voilà qui est intéressant. Donc, vous l'avez bien enlevée? Carter comprit qu'il en avait trop dit, mais il était trop tard. Le chef fit un signe à ses hommes, et en une seconde, les trafiquants se retrouvèrent encerclés par des Indiens aux arcs tendus. « Maintenant, parlons franchement, » dit le chef calmement. « Comment l'avez-vous enlevée? Où est sa famille? » Nous ?» balbutia Carter, fixant les pointes des flèches. « C'est juste du commerce. C'est courant par ici. Pour vous, peut-être, mais pas pour nous. » Le chef s'approcha d'Émilie et coupa avec précaution les cordes à ses poignets. La peau était écorchée jusqu'au sang, et il fronça les sourcils en voyant cela. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Emily Harrison » répondit-elle en massant ses poignets. « On m'a enlevé avant-hier matin alors que j'allais chercher de l'eau à la source. » « Où est votre famille? » « À la ferme, à 20 miles au sud. S'ils sont encore en vie. » Émilie ne put retenir ses larmes. Pendant tout ce temps, elle avait tenu bon, essayé d'être forte. Mais maintenant qu'un espoir apparaissait, toutes ses émotions la submergèrent. Le chef lui tendit silencieusement un mouchoir propre et en peau douce. « Ils sont en vie, » dit-il avec assurance. « Des gens comme vous ne grandissent pas dans des familles qui se brisent facilement. Comment le savez-vous? Je le vois en vous. Vous avez peur, mais vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en colère, mais pas aigri. Cela signifie que vous avez été élevé avec amour. » Émilie le regarda surprise. Elle s'attendait à tout de la part d'un Indien, mais pas à une telle finesse d'observation et une telle compréhension. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Loupe de fer. Je suis le chef de la tribu Comanche. »« Loupe de fer » répéta-t-elle. « C'est un beau nom. » Il sourit, à peine, mais Émilie le remarqua. « Écoutez, » intervint Carter, espérant encore sauver la situation. « On peut peut-être s'arranger? 5 $? 3 ? » Loup de fer ne le regarda même pas. « Miss Harrison reste avec nous. Nous la ramènerons chez elle. »« Mais c'est mon profit !» s'écria le marchand. « Votre profit de la traite d'esclaves ?» La voix du chef devint dangereusement basse. « Je crois que vous devriez revoir votre modèle économique. » Il fit un signe et ses hommes commencèrent à ligoter les trafiquants. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria Carter. « Nous vous emmenons au shérif de la ville la plus proche, qu'il s'occupe des ravisseurs. Mais nous ne sommes pas au Texas, ce sont vos terres. C'est précisément pour cela que je décide de ce que je fais de vous. » Émilie regardait la scène comme dans un rêve. Une demi-heure plus tôt, elle se préparait au pire. Et maintenant,
Elle était sauvée. Et son sauveur était l'homme même à qui on allait la vendre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, une fois les trafiquants emmenés. « Pourquoi m'aidez-vous » Loup de Fer réfléchit, regardant le ciel couchant. Ma mère était une femme blanche. Elle aussi a été enlevée un jour, mais pas pour être vendue. Par vengeance. Ma grand-mère, la femme du chef, l'a prise sous sa protection. Elle a dit « Elle sera ma fille et personne ne la touchera ». Ma mère a vécu toute sa vie avec nous. Elle est devenue l'une des nôtres. Elle m'a appris que la couleur de la peau ne définit pas qui l'on est à l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Maintenant, nous vous ramenons chez vous. Si vous le souhaitez. Bien sûr que je le veux. Émilie n'arrivait pas à croire que tout cela était vrai. Mais c'est loin. Pourquoi vous donner cette peine? Loup de Fer la regarda longuement. Parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que... Il ne termina pas sa phrase, mais Émilie sentit qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à dire. Les Indiens amenèrent un cheval supplémentaire et l'aidèrent à monter en selle. Wugia. Émilie n'était pas une excellente cavalière, mais c'était bien mieux que d'être assise, ligotée, dans ce poste de traite puant. Loup de Fer chevauchait à ses côtés, la regardant de temps en temps avec inquiétude. « Vous tenez le coup ?» demanda-t-il lorsqu'ils s'arrêtèrent pour une pause. « Oui, merci. C'est juste que tout cela semble irréel. Hier, je pensais savoir ce que la vie pouvait être. Et aujourd'hui, vous avez appris que la vie peut être imprévisible. Et que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. » Il lui tendit une sacoche en cuir, contenant de la viande séchée et des galettes de maïs. « Mangez, la route sera longue. »« Et vous ?» demanda Émilie. « Qu'est-ce que vous mangez ?»« La même chose. » Ils étaient assis près d'un petit feu, et à sa lueur, le visage de Loup de Fer paraissait encore plus énigmatique. Émilie l'étudiait à la dérobée. Des pommettes hautes, un nez droit, des lèvres qui semblaient rarement sourire. Mais ses yeux... Il y avait dans ses yeux une profondeur qui laissait deviner que derrière cette façade austère se cachaient beaucoup de choses intéressantes. « Je peux vous poser une question ?» dit-elle finalement. « Bien sûr. » Vous sauvez souvent des jeunes femmes blanches. Loup de Fer eut un petit rire, très léger. Mais Émilie le remarqua. « Vous êtes la première. »« Alors pourquoi moi, en particulier ?» Il resta longtemps silencieux, fixant le feu. « Quand je vous ai vu dans la cour du poste de traite, vous aviez l'air... » Il cherchait ses mots, comme un oiseau en cage. Effrayé, mais pas brisé. Prêt à vous envoler si on vous en donnait la chance. Et si j'avais eu l'air brisé, je vous aurais aidé aussi, mais différemment. Émilie ne savait que répondre. Elle regardait cet homme, un Indien, un chef, quelqu'un que son monde considérait comme un ennemi, et comprenait qu'il était plus honnête et noble que bien des hommes blancs qu'elle connaissait. « Loup de Fer, » dit-elle doucement, « merci. Pour tout. Ne me remerciez pas encore. Le chemin du retour pourrait ne pas être si simple. » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa voix, et Émilie se tendit. « Que voulez-vous dire ?» Carter n'était pas le seul trafiquant dans la région, et pas le seul à faire le commerce d'êtres humains. Quand ils apprendront que nous nous sommes mêlés de leurs affaires. Il ne termina pas, mais Émilie comprit. Le chemin du retour serait dangereux non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui avaient décidé de l'aider. « Peut-être que je devrais y aller seule, » proposa-t-elle. « Je ne veux pas créer de problèmes à votre tribu. » Loup de Fer la regarda avec surprise. « Seule, à travers 20 miles de prairies, pleines de coyotes, de serpents et d'hommes pires que des bêtes, je m'en sortirai. Je n'en doute pas. Mais cela ne veut pas dire que vous devriez le faire. » Le feu crépitait, des étincelles s'élevant dans le ciel sombre. Au loin,
un coyote hurla, et Émilie frissonna involontairement. « N'ayez pas peur, dit Loup de Fer. Nous veillerons sur vous. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Je suis une étrangère pour vous. » Il resta longtemps silencieux, puis dit très bas, peut-être pas si étrangère que ça. Émilie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais elle comprenait qu'il se passait quelque chose entre eux, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas et pour lequel elle n'était pas prête. Le vent apporta l'odeur de l'absinthe et des montagnes lointaines. Les étoiles brillaient d'un éclat qu'elle n'avait jamais vu en ville. Et à côté d'elle était assis l'homme qui l'avait sauvée d'un sort pire que la mort. Un homme qui s'était révélé tout autre que ce qu'elle s'attendait à rencontrer. Émilie s'endormit au son de la prairie nocturne, enveloppée dans une couverture chaude que Loup de Fer lui avait apportée. La dernière chose qu'elle vit avant de s'endormir fut sa silhouette près du feu, surveillant attentivement l'obscurité, veillant sur son sommeil, et pour la première fois en 2 jours, elle se sentit en sécurité. Émilie se réveilla sous la douce chaleur du soleil matinal sur son visage. Les premiers rayons perçaient à travers les branches de l'arbre sous lequel ils avaient passé la nuit. Et pendant quelques instants, elle oublia où elle se trouvait. L'air sentait la rosée fraîche et la fumée du feu éteint. Les oiseaux chantaient, et tous ces sons étaient ainsi éloignés de la dure réalité du poste de traite qu'il semblait un rêve. Mais en tournant la tête, elle vit Loup de Fer, assis non loin de là, scrutant attentivement l'horizon. Apparemment, il n'avait pas dormi, veillant sur leur camp toute la nuit. Son profil se découpant sur le ciel matinal semblait sculpté dans la pierre. Des lignes nettes, un menton volontaire, des yeux attentifs. Quelque chose en Émilie frémit à la vue de cet homme qui sacrifiait son sommeil pour sa sécurité. « Bonjour » dit-elle doucement, pour ne pas réveiller les autres. Il se tourna vers elle, et un sourire fugace mais chaleureux effleura son visage. « Bonjour, Émilie, bien dormi? Mieux que je ne l'espérais. Et vous, Vice, vous n'avez pas dormi du tout? J'ai l'habitude. Dans nos contrées, la nuit peut réserver bien des surprises. » Elle se leva, secoua l'herbe sèche de sa robe et remarqua qu'il la regardait d'une manière particulière. Ni insolente, ni évaluatrice, complètement différente. Il y avait dans son regard quelque chose qui fit légèrement rosir ses joues. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en arrangeant instinctivement ses cheveux. « Non, tout va bien. C'est juste que... Vous avez meilleure mine qu'hier, vous êtes reposée. » Sa voix était un peu rauque après cette nuit blanche, et pour une raison quelconque, elle trouva cela très attirant. Émilie baissa les yeux, ne sachant que répondre. De toute sa vie, elle avait rarement rencontré d'homme qui lui parlait ainsi, simplement, sans sous-entendu ni ambiguïté, mais de telle manière que chaque mot résonnait profondément en elle. « Avons-nous de l'eau pour nous laver ?» demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. « Bien sûr, le ruisseau est juste derrière ces buissons. Allez-y, je vais réveiller les autres. » Émilie se dirigea vers l'endroit indiqué, sentant son regard sur elle. Au bord du ruisseau, elle s'agenouilla, puisa de l'eau froide dans ses mains et s'en aspergea le visage. L'eau était glaciale mais rafraîchissante, et elle se lava avec délice le visage, le cou, les mains. En se relevant et serrant ses cheveux mouillés, elle vit Loup de Fer, non loin de là, tenant à la main une sorte de peigne en os. « J'avais pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit-il, en lui tendant le peigne. « Ma mère en fabriquait de semblables. Elle aussi avait de longs cheveux. » Émilie prit le peigne, et leurs doigts se frôlèrent un instant. Elle sentit un léger frisson parcourir sa peau, de ce contact fortuit, de la proximité de cet homme, de la façon dont il la regardait attentivement. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est très beau. » Le peigne était finement sculpté, orné d'un délicat motif. Émilie commença à démêler ses cheveux, et Loup de Fer la regardait, comme hypnotisée. Son regard était si concentré sur son visage, sur les mouvements de ses mains,
qu'elle commença à se sentir nerveuse. « Peut-être que je ferais mieux de me coiffer plus tard, » proposa-t-elle. « Non, continuez. C'est juste que cela fait longtemps que je n'ai pas vu une femme avec de tels cheveux. » Quels cheveux? De la couleur des feuilles d'automne. Quand le soleil les traverse, ils deviennent presque dorés. Émilie s'immobilisa, le peigne figé dans ses cheveux. Personne ne lui avait jamais parlé de ses cheveux d'une si belle manière. En ville, sa couleur rousse était considérée comme peu à la mode. Et voilà que cet homme les comparait aux feuilles d'automne. « On a toujours trouvé mes cheveux trop vifs », avoua-t-elle. Alors ces gens ne comprenaient rien à la beauté. Les mots sonnèrent si sincèrement qu'Émilie en eut le souffle coupé. Elle leva les yeux et croisa le regard de Loup de Fer. Il se tenait tout près. Et elle réalisa soudain à quel point il était grand, ses épaules larges, ses mains fortes. Et quelle chaleur émanait de lui, malgré la fraîcheur du matin. « Loup de Fer, » commença-t-elle, sans savoir quoi dire ensuite. « Oui? Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Il resta silencieux, puis leva lentement la main et toucha sa joue, si doucement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Parce que je n'ai jamais rencontré de femme qui soit à la fois si forte et si vulnérable, qui puisse tenir tête à des trafiquants d'esclaves et rougir à de simples mots sur ses cheveux. » Ses doigts s'étaient chauds, un peu rugueux par le travail, et son contact était si tendre qu'Émilie ferma les yeux, savourant cette sensation. « Je ne sais pas quoi faire de ce que je ressens, » murmura-t-elle. « Et que ressentez-vous » Elle ouvrit les yeux, le regardant honnêtement, sans chercher à cacher ses émotions. « Quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Nous sommes des personnes si différentes, de mondes différents. » Peut-être. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas du monde d'où nous venons. Lesquelles? Pour toute réponse, il se pencha vers elle, et Émilie sentit son cœur battre si fort qu'il semblait résonner dans toute la prairie. Son visage était tout près. Elle sentait son souffle sur sa peau, voyait des étincelles dorées dans ses yeux sombres. « Émilie !» retentit la voix d'un des Indiens. « Loup de Fer, il est temps de partir. » Le moment était rompu. Loup de Fer recula d'un pas, mais dans ses yeux brûlait encore quelque chose qui donnait à Émilie une faiblesse dans les genoux. « Oui, bien sûr, » répondit-il sans la quitter des yeux. « Nous arrivons. » Mais quand il se détourna pour rassembler ses affaires, Émilie remarqua la tension dans ses épaules, ses poings serrés. Il ressentait la même chose qu'elle. Cette pensée l'effrayait et l'excitait à la fois. La route fut plus difficile ce jour-là. Le soleil tapait sans pitié, et Émilie remercia intérieurement Loup de Fer de lui avoir donné le chapeau à large bord d'un de ses hommes, mais malgré la chaleur et la fatigue, elle ne pouvait cesser de penser à ce qui s'était passé le matin au bord du ruisseau. Elle chevauchait à ses côtés, et parfois leurs chevaux allaient si près que leurs jambes se touchaient en si presque. Chaque fois que cela se produisait, des frissons parcouraient tout le corps d'Émilie. Elle regardait à la dérobée ses mains tenant les rênes, fortes, sûres, couvertes de cicatrices de multiples combats et travaux. Et elle imaginait ce que ce serait de sentir ses mains sur sa peau. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, remarquant son regard. « À la maison, mentit-elle. Je me demande ce que pensent mes parents de mon absence. Et ils doivent être très inquiets. Vous êtes leur seule fille. » Ça sent. Non, j'ai une sœur cadette, Sarah. Elle a 14 ans. Elle doit probablement se sentir coupable de ne pas être venue avec moi à la source. Et pourquoi n'est-elle pas venue? Nous nous sommes disputés pour une bêtise. Je lui ai dit qu'elle était encore trop petite pour les conversations d'adultes. Et elle s'est vexée.
Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa maison, sa famille, sa vie simple et ordinaire lui manquaient tellement. Mais en même temps, quelque chose en elle ne voulait pas que ce voyage se termine. Ne voulait pas se séparer de cet homme qui, en un seul jour, avait changé toute sa conception de ce que pouvait être un homme. Quand nous vous ramènerons chez vous, vous vous réconcilierez avec votre sœur, dit Loup de Fer avec assurance, et vous ne vous disputerez plus jamais pour des futilités. D'où vous vient cette certitude? Parce que vous avez compris ce qui est vraiment important dans la vie. Et cela change une personne pour toujours. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner à l'ombre de quelques arbres bas. Pendant que les autres préparaient le repas, Loup de Fer montra à Émilie comment trouver des racines et des baies comestibles qui poussaient à proximité. Ses mains guidaient les siennes, lui montrant comment creuser correctement, comment distinguer les baies mûres des autres. Chaque contact était innocent, pratique, mais résonnait dans son corps par des vagues de chaleur. « Vous apprenez vite, dit-il quand elle trouva avec succès plusieurs racines comestibles. Beaucoup de Blancs pensent que cette terre c'est vide, mais elle est pleine de vie si l'on sait où chercher. M'apprendrez-vous autre chose? Les mots lui échappèrent, avant qu'elle ait pu y réfléchir. Il la regarda, surpris. « Vous voulez apprendre? Oui. Je veux comprendre votre monde. Je veux vous comprendre. » Les derniers mots sonnèrent plus bas, plus intimes, et entre eux s'installa de nouveau cette tension particulière qui naissait chaque fois qu'ils se retrouvaient seuls. « Très bien, dit-il d'une voix rauque. Je vais vous montrer comment lire les pistes. » Il s'agenouilla à côté d'elle, pointant du doigt des empreintes à peine visibles dans la poussière. « Un lapin est passé par ici. Vous voyez ces petites traces rondes. » Émilie se pencha, essayant de distinguer ce qu'il lui montrait. Leurs visages se retrouvèrent très proches, et elle sentit l'odeur de sa peau. Un mélange de cuir, de fumée, de feu de camp et de quelque chose d'autre, de tout à fait masculin et attirant. « Oui, je crois que je vois, » murmura-t-elle, bien qu'en réalité elle ne voyait que la proximité de ses lèvres. Et ici, il déplaça son doigt un peu plus loin, et sa main toucha accidentellement la sienne. Un serpent est passé. Vous voyez cette ligne sinueuse? Un serpent? Émilie recula instinctivement, mais il la retint par la main. N'ayez pas peur. C'était il y a longtemps, et il n'est pas venimeux. Je ne laisserai rien de mal vous arriver. Sa voix était si assurée, si protectrice, qu'Émilie se sentit fondre de l'intérieur. Elle regarda leurs mains jointes, sa peau sombre contrastant avec la sienne. Pâle. Mais cela ne semblait pas étrange, mais juste. « Loup de Fer, » dit-elle doucement, « je dois vous avouer quelque chose. » « Quoi donc? Je ne me suis jamais senti comme je me sens avec vous, et cela m'effraie. » Il leva leurs mains jointes et embrassa sa paume, très tendrement, presque avec révérence. « Ce que je ressens pour vous m'effraie aussi, » avoua-t-il. « Je pensais savoir ce que ma vie devait être, et puis je vous ai rencontré. Et maintenant, je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, se regardant dans les yeux, et le monde autour d'eux sembla cesser d'exister. Il n'y avait plus que d'eux, ce contact, ce sentiment qui grandissait entre eux à chaque minute. « Hé, chef !» cria l'un des Indiens. « Le repas est prêt !» Loup de Fer relâcha lentement sa main, mais ses yeux ne quittaient pas son visage. « On continue plus tard ?» demanda-t-il. « Continuer quoi, exactement ?»« La leçon de pistage et la conversation. » Émilie hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Quand ils retournèrent auprès des autres, elle remarqua que plusieurs Indiens échangeaient des regards et des sourires. Ce qui se passait entre elle et leur chef était-il si visible? Pendant le repas, Loup de Fer lui parla de sa tribu, de leur mode de vie, de leurs traditions et coutumes. Sa voix était calme, posée, mais Émilie voyait comment, de temps en temps, il la regardait d'un regard qui lui faisait tout oublier. « Et le mariage ?» demanda-t-elle,
essayant de paraître détaché. « Avez-vous une femme ?» La question resta en suspens, et Émilie comprit qu'elle était allée trop loin, mais elle devait savoir. « Non, » répondit-il après une pause, « je ne suis pas marié. » « Pourquoi ? Je n'ai pas rencontré la femme qui me ferait oublier tout le reste. » Il la regardait droit dans les yeux en disant cela, et Émilie sentit le sang lui monter aux joues. Et maintenant, il marqua une pause. Maintenant, tout a changé. Le reste de la journée se déroula dans une sorte de brouillard. Émilie chevauchait machinalement, répondait aux questions, mangeait quand on lui proposait de la nourriture. Mais ses pensées n'étaient occupées que par un seul homme. La façon dont il la regardait, le son de sa voix quand il disait que tout avait changé. Que voulait-il dire? Quand le soleil commença à se coucher, ils établirent de nouveau leur camp, cette fois près d'un petit lac dont l'eau était étonnamment claire et transparente. Loup de Fer lui proposa de se baigner pendant que les autres préparaient le dîner. « Ce n'est pas dangereux ?» demanda-t-elle. « Je veillerai. Je ne laisserai personne s'approcher. » L'idée de se baigner après une longue journée chaude semblait paradisiaque. Émilie prit une chemise propre qu'un des Indiens lui avait donnée et se dirigea vers le lac. Loup de Fer resta sur la rive, lui tournant le dos, mais elle savait qu'il était sur ses gardes. L'eau était fraîche, vivifiante. Émilie entra prudemment jusqu'à la taille, puis plongea la tête la première. Quand elle refit surface, secouant la tête et essorant ses cheveux, elle vit que Loup de Fer était toujours sur la rive, mais qu'il la regardait maintenant. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Tout va bien, c'est juste que... Vous ressemblez une nymphe des eaux, des anciennes légendes de mon peuple. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est dangereux, » répondit-il avec un léger sourire. Les nymphes des eaux faisaient tout oublier aux hommes. Émilie sentit une vague de courage qu'elle ne s'était jamais connue. « Et vous, avez-vous oublié? » « Oublié quoi? » Tout le reste. Loup de Fer la regarda longuement, et il y avait tant de passion dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Oui, » dit-il enfin, « j'ai oublié depuis longtemps. » Émilie sortit lentement de l'eau, sentant son regard sur elle. La chemise mouillée collait à son corps, et elle vit ses muscles se tendre. Ses poings se serraient. Il n'y avait pas plus de quelques pas entre eux, mais cette distance semblait à la fois immense et infime. « Émilie, » dit-il d'une voix rauque, « si vous vous approchez, je ne pourrai plus me contenir. Et si c'est ce que je veux ?» Les mots lui échappèrent, et elle fut surprise de sa propre audace. Mais quelque chose en cet homme, en ce lieu, en ce moment, lui faisait oublier toutes les conventions et les bienséances qu'on lui avait inculquées depuis l'enfance. Loup de Fer fit un pas vers elle, puis un autre. Il n'y avait plus beaucoup d'espace entre eux, et Émilie sentait la chaleur qui émanait de lui, voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. « Vous ne comprenez pas ce que vous dites, » dit-il, mais sa voix tremblait. « Je comprends. Je comprends que je ressens pour vous ce que je n'ai jamais ressenti pour personne, et que peu importe d'où nous venons, la couleur de notre peau, le monde auquel nous appartenons, seul compte ce qui se passe entre nous, ici et maintenant. » Il leva la main et toucha ses cheveux mouillés. « Émilie, cela va tout changer. Pour nous deux. Je sais. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas de retour en arrière. » Loup de Fer l'attira contre lui, et elle sentit leur corps se toucher. Le sien, mouillé et tremblant. Le sien, chaude et forte. Ses bras l'enlacèrent, et elle pensa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité et aussi excitée d'à la fois. « Je ne veux pas vous faire de mal, » lui murmura-t-il à l'oreille. « La seule chose qui me fera du mal, c'est si vous me lâchez. » Il s'écarta, la regarda dans les yeux, profondément, attentivement, comme s'il lisait son âme.
Alors je ne vous lâcherai pas, dit-il en se penchant vers ses lèvres. Le baiser fut d'abord doux, prudent, interrogateur. Mais quand Émilie répondit, enlaçant son cou de ses bras, il devint plus profond, plus passionné. Le monde autour disparut, il ne restait plus que deux, leurs lèvres, leur souffle, leur cœur battant à tout rompre. Quand ils rompirent enfin le baiser, Émilie se sentit une toute autre personne. Une femme qui savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de l'admettre. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Loup de Fer. « Mais quoi qu'il arrive, nous le traverserons ensemble. » Quelque part dans le camp, quelqu'un cria que le dîner était prêt, mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent d'un temps lassés, se regardant dans les yeux, comprenant qu'ils avaient franchi une ligne sans retour. Et aucun d'eux ne le regrettait. Le matin du 3e jour apporta des nouvelles inquiétantes. L'un des éclaireurs que Loup de Fer avait envoyé vérifier que la route revint avec un visage sombre et s'adressa immédiatement aux chefs dans leur langue natale. Émilie ne comprenait pas les mots, mais le ton de la conversation la mit en alerte. Loup de Fer écoutait attentivement, son visage devenant de plus en plus sévère. Quand l'éclaireur eut terminé, le chef resta longtemps silencieux, regardant l'horizon, puis se tourna vers Émilie. « Nous devons parler » dit-il sérieusement. Ils s'éloignèrent des autres, et Émilie sentit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Loup de Fer semblait tendu. Son calme habituel avait fait place à la vigilance d'un prédateur ayant flairé le danger. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, bien qu'elle craignît d'entendre la réponse. Les frères de Carter ont appris ce qui s'est passé au poste de traite. Ils ont rassemblé une bande et nous poursuivent. Ils veulent vous récupérer à tout prix. Émilie sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Combien sont-ils ? Environ 10 hommes. Tous armés, tous en colère. Mon éclaireur dit qu'ils sont à quelques heures de route derrière nous. Alors, il faut aller plus vite. Ce n'est pas possible. Il y a un canyon devant nous et le seul pont qui le traverse a été détruit par les récentes pluies. Nous devrons faire un détour, ce qui ajoutera une journée de voyage. Émilie comprit ce que ces paroles signifiaient. Ils les rattraperont bien avant qu'ils n'atteignent sa maison. Qu'allons-nous faire ? Loup de Fer resta longtemps silencieux, et elle le vit peser les options. Finalement, il la regarda avec une expression qui lui serra le cœur. Il y aurait une possibilité. Nous pouvons nous séparer. Mes hommes prendront une route, et nous, une autre. Nous attirerons la poursuite sur nous, et vous pourrez rentrer chez vous. Non, dit Émilie fermement. Je ne vous laisserai pas prendre des risques pour moi. Émilie, non, elle lui saisit la main. Nous en avons déjà parlé. Soit nous sommes tous ensemble, soit je pars seul. Seul, vous n'y arriverez pas, c'est trop dangereux. Alors nous restons ensemble. Loup de Fer regarda leurs mains jointes, puis ses yeux. Dans son regard se battaient différents sentiments. Le désir de la protéger, la fierté de son courage, et quelque chose de plus profond encore. « Très bien, » dit-il enfin. « Alors nous devons trouver un endroit pour nous défendre. Un lieu où nous pourrons tenir jusqu'à la tombée de la nuit. Et ensuite, nous essaierons de partir à la faveur de l'obscurité. » Ils levèrent rapidement le camp et se remirent en route. Mais l'atmosphère était maintenant complètement différente. Tout se taisait, regardant souvent derrière eux. Leurs armes à portée de main, Émilie chevauchait aux côtés de Loup de Fer, et elle voyait comment il analysait chaque colline, chaque groupe de rochers, cherchant un endroit propice à une embuscade. « Là-bas, » dit-il enfin, en montrant une petite hauteur entourée de gros rochers. « C'est notre meilleure chance. » L'endroit était en effet idéal, une bonne vue de tous les côtés, des abris naturels et un seul sentier pour y monter. Ils prirent rapidement position, et Loup de Fer donna ses dernières instructions à ses hommes. Émilie remarqua qu'il leur parlait non pas comme un commandant à ses subordonnés, mais comme un frère aîné à ses cadets,
avec sollicitude, conscient qu'il leur demandait de risquer leur vie. « Et moi, que dois-je faire » demanda-t-elle. « Rester derrière les rochers et ne pas vous montrer, quoi qu'il arrive. Je sais tirer. Mon père me l'a appris quand j'étais enfant. » Loup de Fer la regarda, surpris. « Avec quoi ?»« Avec un fusil et un pistolet aussi, bien que moins bien. » Il lui tendit son revolver de rechange, un colt lourd et bien entretenu. « Ne tirez que si c'est nécessaire. Et souvenez-vous, ce ne sont pas des cerfs dans la forêt. Ces hommes tireront en retour. » Émilie prit l'arme, vérifia le barillet. 6 balles, pas beaucoup si les choses tournaient mal. « Loup de Fer, dit-elle doucement, si quelque chose arrive, rien n'arrivera. »« Mais si ça arrive, je veux que vous sachiez ce qui s'est passé hier soir. » Il se tourna vers elle, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'elle en oublia un instant le danger. « Je sais, dit-il doucement, et je ressens la même chose. Alors promettez-moi d'être prudent. Je le promets, si vous le promettez aussi. Je le promets. » Et il se pencha et l'embrassa, rapidement, fermement, comme pour transmettre dans ce baiser tous les sentiments pour lesquels il niait. Il n'y avait pas de temps pour les mots. Le bruit des sabots les força à se séparer. Au loin, un groupe de cavaliers apparut, soulevant des nuages de poussière. Même à distance, on voyait qu'ils avançaient vite, résolument, et que chacun tenait une arme. « Les voilà », murmura Loup de Fer. Les bandits s'arrêtèrent au pied de la colline, discutant visiblement d'un plan d'attaque. Leur chef, un homme brutal au chapeau usé, criait quelque chose en agitant les bras. Émilie voyait la fureur dans ses gestes, une soif de vengeance pour son frère. « Hé, les Indiens !» cria-t-il vers le haut. « Rendez-nous la fille, et on se séparera en paix. » Loup de Fer se leva pour être vu, tout en restant à l'abri. « La jeune femme est sous notre protection, » répondit-il. « Partez en paix, elle est notre propriété. Nous avons payé pour elle. Personne ne peut être la propriété d'un autre. » « Belle parole de la part d'un sauvage, » ricana le bandit. « Mais nous la reprendrons quand même. Morte ou vive ?» Émilie sentit la colère monter en elle. Propriété. Ces hommes la considéraient vraiment comme une chose que l'on pouvait acheter et vendre. « Combien de munitions ont-ils » demanda-t-elle à voix basse. « Beaucoup, » répondit Loup de Fer d'un ton sombre. « Et ils peuvent se permettre de les gaspiller. » Le premier coup de feu claqua soudainement. La balle frappa le rocher près de la tête d'un des Indiens, le couvrant d'éclats de pierre. C'était commencé. La fusillade fut violente et chaotique. Les bandits tentèrent de se rapprocher, utilisant les rochers et les rares buissons comme abris, tandis que les défenseurs de la colline ripostaient avec des tirs précis. Loup de Fer tirait calmement, méthodiquement, et Émilie voyait que chacun de ses tirs atteignait sa cible. « Ils essaient de nous contourner par la gauche, » dit-il en rechargeant son fusil. « Canot, surveille ce côté !» Un des bandits se faufilait en effet sur le flanc, essayant de les prendre à revers. Émilie le vit entre les rochers et un jeune homme au visage dur, un revolver à la main. Il était tout près de l'endroit où se cachait le plus jeune des Indiens. « Là-bas !» cria-t-elle en montrant du doigt. Loup de Fer se retourna instantanément et tira. Le bandit tomba, mais eut le temps de crier à ses complices, révélant la position des défenseurs. Le feu se concentra alors sur leur secteur. Les balles sifflaient de toutes parts, les couvrant d'éclats de pierre. Émilie se plaqua au sol, mais continua de suivre la scène. À un moment, elle vit un autre bandit se faufiler par la droite, presque à portée de tir dans leur dos. Sans réfléchir, elle visa et tira. Le recul fut plus fort qu'elle ne s'en souvenait, et la balle manqua sa cible. Mais le bandit vit la fumée du tir, comprit qu'il avait été repéré et se mit à couvert derrière un rocher. « Émilie !» cria Loup de Fer. « Qu'est-ce que vous faites ? Il était tout près. Maintenant, ils savent où vous êtes.
Ne vous montrez pas. Mais il était trop tard. Plusieurs tireurs tournèrent leurs armes dans sa direction, et les balles commencèrent à frapper les rochers autour d'elle. Loup de Fer se jeta sur elle, la protégeant de son corps. « Tout va bien ?» demanda-t-il en la plaquant au sol. « Oui. »« Oui, mais... » Son visage se crispa de douleur, et Émilie vit du sang sur sa chemise. « Vous êtes blessé. Ce n'est rien. La balle m'a juste effleuré. » Mais le sang coulait plus qu'il ne le disait. Émilie déchira un pan de sa robe et tenta de panser la blessure. Ses mains tremblaient, mais elle se força à être prudente, douce. « Il faut arrêter le saignement, » dit-elle. « Plus tard. Maintenant, il faut tenir la position. » Il tenta de retourner à son poste, mais Émilie ne le lâcha pas. « Non, vous allez perdre trop de sang. Et s'il passe, nous mourrons tous. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, mais du désespoir. Émilie comprit qu'il était tiraillé entre la nécessité de protéger tout le monde et le désir de soigner sa blessure. « Alors je tirerai à votre place, » dit-elle résolument. « Au moins le temps que vous vous pensiez correctement. » Émilie, ne discutez pas. Je sais tirer, et vous vous videz de votre sang. Elle prit son fusil et sa place. Elle visa l'un des bandits qui tentait de se rapprocher et tira. Cette fois, elle l'atteignit. L'homme tomba en se tenant la jambe. « Bon tir !» dit Loup de Fer, en serrant fermement le bandage sur son épaule. « Où avez-vous appris ça ?»« Mon père disait qu'une fille de la frontière doit savoir se défendre. Je crois qu'il avait raison. » Elle rechargea le fusil et visa de nouveau. Elle tirait avec précaution, économisant les munitions, mais avec précision. Loup de Fer la regardait avec surprise, et quelque chose d'autre, de la fierté, de l'admiration, de l'amour. « Vous êtes une femme étonnante, Emily Harrison, » dit-il doucement. « Et vous êtes un homme étonnant, Loup de Fer. Et si nous sortons d'ici vivants, quoi? Nous aurons beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître encore mieux. » Il sourit, pour la première fois de la journée, un vrai sourire. C'est une promesse, c'est un serment. Le soleil déclinait lentement vers l'horizon, et la fusillade se calma peu à peu. Les bandits comprirent qu'une victoire rapide était impossible, et décidèrent d'attendre l'obscurité. Mais Loup de Fer et ses hommes s'y préparaient. « Dès qu'il fera nuit, nous tenterons une percée, » expliqua-t-il à Émilie. « Nous descendrons par le versant nord. Il y a des rochers, et dans le noir, il sera difficile de nous voir. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, il le faut. » Il y avait de l'assurance dans sa voix, mais Émilie voyait l'inquiétude dans ses yeux. Elle comprenait, il n'avait pas peur pour lui, mais pour elle, de ne pas pouvoir la protéger. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle en lui prenant la main, « je ne regrette rien de vous avoir rencontré, de ce que j'ai ressenti, de tout. Émilie, non, laissez-moi parler. Ces 2 jours m'ont changé. J'ai compris ce que signifie être vraiment vivante. Et si c'est tout ce que nous aurons ?» Loup de Fer l'attira contre lui et l'embrassa passionnément, désespérément. « Ce ne sera pas tout ce que nous aurons, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Je vous le promets. Nous arriverons à votre maison, je rencontrerai vos parents, et nous trouverons un moyen d'être ensemble. Mais votre tribu, mon monde, ils sont si différents. L'amour est plus fort que les différences. Ma mère l'a prouvé. Le mot « amour » flotta dans l'air entre eux. Il l'avait prononcé si naturellement, avec une telle assurance, qu'Émilie en eut le souffle coupé. « L'amour » répéta-t-elle en murmurant. « Oui, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « L'amour. Je vous aime, Emily Harrison. J'aime vos cheveux dorés et vos yeux verts. J'aime votre courage et votre tendresse.
J'aime votre façon de tirer et de soigner ma blessure. Je vous aime tout entière, et peu importe ce qui nous sépare. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment c'est arrivé si vite, mais c'est vrai. Je vous aime plus que je ne pensais pouvoir aimer. » Ils s'embrassèrent, se prirent dans les bras, se murmurèrent des mots d'amour, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon et que l'obscurité tombe. Et quand vint le moment de forcer le passage à travers le cercle des ennemis, tous deux savaient que, quoi qu'il arrive, ils s'étaient trouvés. Et cela valait plus que la vie elle-même. L'obscurité tomba sur les prairies comme une couverture noire parsemée d'étoiles. La lune était nouvelle, ce qui jouait en leur faveur. Moins de lumière signifiait plus de chances de passer inaperçu. Loup de Fer rassembla ses hommes en un cercle serré, et ils discutèrent à voix basse du plan d'évasion en langue comanche. Émilie ne comprenait pas les mots, mais les gestes et les intonations lui firent sentir la tension. « Nous descendrons par le versant nord », lui expliqua Loup de Fer à voix basse. « Il y a beaucoup de rochers, et le bruit de nos pas sera moins audible, mais vous devrez marcher très silencieusement. Un seul caillou qui roule pourrait nous trahir. » « Je comprends. Et les chevaux ? » « Nous les laissons ici, ils ne feraient que du bruit. Nous marcherons jusqu'à l'aube, et nous verrons ensuite. » Émilie hocha la tête, bien qu'une boule de peur se soit formée dans son ventre. Marcher à pied dans terrain inconnu, dans le noir, poursuivi par des hommes armés, cela semblait de la folie. Mais il n'y avait pas d'alternative. Loup de Fer s'approcha d'elle, et elle sentit la chaleur et l'assurance qui émanaient de lui. « Tenez-vous à ma ceinture, » dit-il doucement. « Suivez-moi où que j'aille. Si vous sentez que je m'arrête, figez-vous aussi. Aucun mouvement superflu, aucun bruit. Et si on nous remarque quand même, alors courez. Ne vous retournez pas, ne vous arrêtez pas. Courez vers le nord, vers cette colline avec les 3 pins. Nous vous y retrouverons. Je ne vous abandonnerai pas. » Même dans le noir, elle vit son sourire. « Ne discutez pas avec moi maintenant. Si quelque chose tourne mal, votre sécurité, c'est la chose la plus importante. » Il se pencha et l'embrassa sur le front, tendrement, comme une bénédiction. « Prête ? Prête. » Ils commencèrent à descendre la pente, se déplaçant lentement, avec précaution. Chaque pas était soigneusement mesuré, chaque pierre testée, avant d'y poser le pied. Émilie se tenait à la ceinture de Loup de Fer et essayait de respirer doucement, bien que son cœur batte si fort qu'elle avait l'impression qu'on l'entendait dans toute la plaine. En bas, au pied de la colline, brûlaient les feux des bandits. Émilie voyait des silhouettes, entendait des bribes de conversation. Ils ne s'attendaient manifestement pas à ce que leur proie tente de s'échapper la nuit. La plupart étaient assis près du feu. Certains semblaient même dormir. Trop sûr d'eux, lui murmura Loup de Fer à l'oreille. « C'est une bonne chose pour nous. » Ils étaient déjà à mi-chemin de la descente quand l'un des Indiens trébucha. Une pierre roula sur la pente, faisant du bruit en rebondissant. Le son n'était pas très fort, mais dans le silence de la nuit, il semblait assourdissant. Tout le monde se figea. Émilie retint son souffle tendu comme une corde. En bas, les conversations cessèrent, et plusieurs hommes se levèrent, scrutant l'obscurité. C'était quoi ça? Parvint une voix, probablement un coyote ou un lapin. Et s'ils essayaient de filer, mais où iraient-ils? On a encerclé la colline pendant de longues minutes. Ils restèrent immobiles, tandis que les bandits en bas débattaient de l'opportunité de vérifier la source du bruit. Finalement, l'un d'eux fit un geste de la main. S'ils descendaient, on entendrait les chevaux. « Détendez-vous, ils ne bougeront pas avant le matin. » Les conversations reprirent, et les fugitifs purent continuer leur chemin. Mais maintenant, ils se déplaçaient encore plus lentement, avec encore plus de précaution. Chaque pierre,
Chaque brindille sous leurs pieds pouvait les trahir. Quand ils atteignirent le pied de la colline de l'autre côté, plus d'une heure s'était écoulée. Émilie se sentait épuisée par la tension, mais ils avaient réussi. Ils étaient passés inaperçus. Maintenant, le plus difficile, murmura Loup de Fer. Il faut traverser un espace découvert sans attirer l'attention. Devant eux s'étendait une plaine parsemée de rares buissons et de rochers. Le prochain abri, et un petit groupe d'arbres, se trouvait à au moins 1 mile. À découvert, ils pouvaient facilement être repérés si l'un des bandits décidait de contourner la colline. « En rampant » demanda Émilie. « Trop lent. Nous allons marcher, mais très silencieusement, et en utilisant chaque abri. » Ils continuèrent, courant d'un rocher à un buisson, d'un buisson à une petite dépression. Émilie s'efforçait de se déplacer aussi silencieusement que les Indiens, mais elle savait qu'elle n'y parvenait pas très bien. Heureusement, le vent soufflait dans leur direction, étouffant les petits bruits. À mi-chemin des arbres, ce qu'ils redoutaient le plus arriva. L'un des bandits décida de vérifier si tout était calme de l'autre côté de la colline. Émilie entendit des bruits de pas et une légère toux. L'homme marchait droit sur eux. Loup de Fer réagit instantanément, la tirant par la main vers le plus gros rocher à proximité. Ils s'y plaquèrent, essayant de se fondre dans l'ombre. Les autres trouvèrent également des abris. Le bandit s'approcha très près, si près qu'Émilie pouvait entendre sa respiration. Il s'arrêta, scrutant ou écoutant manifestement quelque chose. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Émilie sentit Loup de Fer se raidir à côté d'elle. Sa main se posa sur la poignée de son couteau. Il était prêt à agir s'ils étaient découverts. Mais elle savait que si un combat s'engageait, un cri pourrait attirer les autres. Et alors tous leurs efforts seraient dans ses vains. Finalement, le bandit cracha, marmonna quelque chose d'inintelligible et rebroussa chemin. Ils entendirent ses pas s'éloigner, mais restèrent immobiles pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'il était parti. « C'était juste » souffla Loup de Fer. « Trop juste » acquiesça Émilie. Ils parcoururent le reste du chemin jusqu'aux arbres sans encombre. Mais quand ils atteignirent enfin l'abri, tous se sentaient épuisés. Ici, parmi les arbres, ils pouvaient se détendre un peu et se reposer. « Comment va votre blessure » demanda Émilie, remarquant que Loup de Fer grimaçait en touchant son épaule blessée. « Ça fait mal, mais pas trop, le pansement tient. » Elle vérifia prudemment les bandages. Dans le noir, il était difficile de voir, mais il semblait que le saignement s'était arrêté. « Il faudra changer le pansement quand nous trouverons de l'eau, dit-elle. « D'accord, mais d'abord, il faut s'éloigner d'ici. » Ils ne se reposèrent pas plus de 10 minutes, puis se remirent en route. Maintenant, ils pouvaient marcher un peu plus vite. Les arbres et les buissons leur offraient un abri, et le bruit de leurs pas se perdait dans le souffle du vent. Loup de Fer les guidait avec assurance, s'orientant grâce aux étoiles et à des repères, à peine visibles sur le terrain. Émilie s'étonnait de voir à quel point il connaissait bien ces terres, chaque colline, chaque ruisseau, chaque sentier. « Comment vous souvenez-vous du chemin » demanda-t-elle alors qu'ils s'arrêtaient pour boire à une petite source. « C'est ma terre, » répondit-il simplement. « Je suis né ici, j'ai grandi ici. Chaque pierre, chaque arbre sont de vieux amis. Mais bientôt vous devrez la quitter. » Les colons blancs avancent de plus en plus vers l'ouest. Son visage s'assombrit. « Je sais. Mon peuple parle déjà d'aller dans les réserves. Mais je ne veux pas vivre en cage comme une bête dans un zoo. Et que ferez-vous ? Je ne sais pas. Avant de vous rencontrer, je pensais me battre jusqu'au bout. » Et maintenant, il la regarda avec une telle tendresse qu'Émilie en eut le souffle coupé. « Et maintenant, j'ai une raison de chercher d'autres voies. La paix, pas la guerre. La compréhension, pas la haine. » Émilie lui prit la main. «
Nous trouverons un moyen. Nous le trouverons, c'est certain. Vous y croyez vraiment? J'y crois. Si l'amour a pu nous réunir malgré tout, alors il nous aidera à surmonter les autres obstacles. Loup de Fer porta sa main à ses lèvres et embrassa sa paume. Votre foi me rend plus fort, et votre force me rend plus courageuse. Ils entendirent un léger sifflement, le signal d'un des éclaireurs. Le temps de repos était terminé, il fallait repartir. Le reste de la nuit se passa en mouvement continu. Ils suivirent des sentiers d'animaux, traversèrent dans des ruisseaux, gravirent des collines et descendirent dans des vallons. Émilie n'aurait jamais cru pouvoir marcher autant de kilomètres à pied, mais l'adrénaline et la présence de Loup de Fer à ses côtés lui donnaient des forces. Quand l'Est commença à s'éclaircir, ils étaient loin du lieu de la poursuite. Loup de Fer trouva une petite grotte dans une saillie rocheuse où ils purent s'abriter et se reposer. « Nous attendrons ici la journée, dit-il. D'ici le soir, nous atteindrons votre maison. » Ma maison? Émilie n'en revenait pas. Vraiment? Vraiment. Vous voyez cette chaîne de montagnes à l'horizon? Votre vallée est derrière. Émilie regardait les montagnes lointaines, et son cœur se remplit de sentiments contradictoires. D'un côté, elle rêvait de rentrer chez elle, d'embrasser ses parents, de s'assurer qu'ils allaient bien. De l'autre, le retour à la maison signifiait la fin de ce voyage incroyable, la fin du temps passé seul avec Loup de Fer. « Et après ?» demanda-t-elle doucement. « Que voulez-vous qu'il se passe après? Je veux que vous restiez. Au moins quelques jours. Je veux que mes parents vous connaissent, qu'ils voient qui vous êtes vraiment. Et s'ils ne m'acceptent pas, ils vous accepteront. Quand ils verront comment je vous regarde, ils comprendront que vous êtes quelqu'un de spécial. » Loup de Fer la serra dans ses bras. « Et si vos voisins apprennent que vous avez voyagé avec des Indiens, que dira-t-on en ville? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je connais la vérité. Et vous connaissez la vérité. Le reste n'a pas d'importance. Émilie, comprenez-vous que si nous sommes ensemble, la vie ne sera pas facile. Beaucoup de gens ne comprendront pas notre relation. Ni les Blancs, ni les Indiens. Je comprends, mais je suis prête à affronter les difficultés si vous êtes à mes côtés. » Il l'embrassa, longuement, passionnément, mettant dans ce baiser tous ses sentiments. « Alors je resterai, » murmura-t-il. « Je rencontrerai vos parents. Je demanderai votre main à votre père, comme il se doit dans votre monde. Et s'il refuse, alors je le demanderai jusqu'à ce qu'il accepte, ou jusqu'à ce que je prouve que je suis digne de vous. » Émilie rit à travers des larmes de joie. « Vous l'avez déjà prouvé, maintes et maintes fois. » Ils étaient assis dans la grotte, enlacés, regardant le ciel rosir à l'est. Quelque part là-bas, derrière les montagnes, un nouveau monde les attendait. Un monde où ils devraient moins se battre pour le droit d'être ensemble. Mais ils étaient prêts pour ce combat, parce qu'ils avaient l'amour. Et l'amour, comme Émilie le savait maintenant, peut surmonter tous les obstacles, même ceux qui semblent insurmontables. Le soleil déclinait déjà vers l'ouest quand ils aperçurent les contours familiers de la ferme des Harrison. La maison blanche au toit rouge, la grange, l'enclos pour le bétail, tout semblait exactement comme dans les souvenirs d'Émilie, mais paraissait en quelque sorte plus petit, plus simple après les vastes étendues des prairies. De la fumée s'échappait de la cheminée, ce qui signifiait que ses parents étaient à la maison et préparaient netto le dîner, comme toujours à cette heure. Émilie s'arrêta au sommet de la dernière colline, regardant sa maison, et ressentit à la fois de la joie et une étrange mélancolie. Elle ne revenait pas la même jeune fille qu'elle était quelques jours auparavant. Elle connaissait maintenant le véritable amour, le véritable danger, la vraie vie. Et à ses côtés marchait l'homme qui avait changé toute sa vision du monde. « C'est un bel endroit, » dit Loup de Fer en examinant la vallée en contrebas. « Une bonne terre pour une ferme. Mon père l'a choisi il y a 20 ans. Il disait qu'il y avait tout ce qu'il fallait ici, de l'eau à cela, une bonne terre, un abri contre les vents.
Votre père est un homme sage. Il y avait une légère nervosité dans la voix de Loup de Fer, et Émilie comprit qu'il était inquiet. Cet homme fort et sûr de lui, qui n'avait pas tremblé devant des bandits, s'inquiétait maintenant de la façon dont la famille de la femme qu'il aimait l'accueillerait. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle en lui prenant la main. « Mes parents sont de bonnes personnes. L'important pour eux, c'est que je sois vivante et en bonne santé. Et quand ils sauront que je suis un Indien, alors je leur dirai que c'est un Indien qui m'a sauvé la vie, alors que des hommes blancs voulaient me vendre en esclavage. » Loup de Fer hocha la tête, mais Émilie voyait que la tension ne s'était pas dissipée. Elle le comprenait. Il allait entrer dans un monde étranger, où son peuple était traité avec méfiance et hostilité. Mais il n'y avait pas d'autre solution s'ils voulaient être ensemble. « Peut-être que je devrais attendre ici, et vous, parlez d'abord à vos parents, » proposa-t-il. « Non, nous y allons ensemble. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'ai quelque chose à cacher. » Ils descendirent la pente vers la ferme. Émilie vit que son retour avait été remarqué. D'abord, le chien aboya, puis sa jeune sœur Sarah sortit en courant de la maison. « Émilie !» cria la jeune fille. « Émilie est de retour! Maman, papa, venez vite !» Ses parents sortirent à leur tour de la maison, sa mère en tablier, son père avec un fusil à la main. Ils s'arrêtèrent net en voyant qu'Émilie n'était pas seule, mais accompagnée de plusieurs Indiens. « Émilie !» Sa mère se précipita vers elle, sans prêter attention à rien d'autre. « Ma fille, où étais-tu? Nous étions morts d'inquiétude. » Émilie se retrouva dans les bras de sa mère, sentant l'odeur familière de la lavande et des pâtisseries maison. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle ne chercha pas à les retenir. « Maman, vous m'avez tellement manqué. J'ai eu si peur de ne plus jamais vous revoir. Que s'est-il passé? Où étais-tu? » Son père ne quittait pas des yeux Loup de Fer et ses hommes, tenant son fusil prêt à tirer. « J'ai été enlevé par des trafiquants d'esclaves, papa. Ils voulaient me vendre. » Émilie ne put terminer. Les souvenirs étaient encore trop douloureux. « Quoi ?» Le visage de son père s'assombrit de colère. « Qui a osé ?»« Les hommes de Carter. » Mais j'ai été sauvé. Émilie se tourna vers Loup de Fer. « Cet homme a risqué sa vie pour me ramener à la maison. » Loup de Fer fit un pas en avant. Il semblait calme et digne, mais Émilie sentait sa tension intérieure. « Monsieur Harrison, » dit-il dans un bon anglais, « je m'appelle Loup de Fer. Je suis le chef de la tribu Comanche. Votre fille dit la vérité. Nous l'avons trouvée chez des trafiquants qui voulaient la vendre en esclavage. » Le père d'Émilie le regarda avec méfiance et surprise. « Vous parlez anglais. Ma mère était une femme blanche. Elle m'a appris votre langue et vos coutumes. Et vous avez vraiment sauvé ma fille? » « Nous l'avons tous sauvée, » s'empressa d'intervenir Émilie. « Papa, sans Loup de Fer et ses hommes, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils ont refusé de m'acheter, m'ont libéré des trafiquants et m'ont ramené à la maison. Même si c'était très dangereux. » La mère d'Émilie regardait attentivement Loup de Fer, et il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de la gratitude. « Alors nous vous devons une dette immense, dit-elle. S'il vous plaît, restez pour le dîner. C'est le moins que nous puissions faire. »« Je ne sais pas, Martha, » grommela son père. « Les voisins pourraient m'être mal interprétés. »« Je me fiche des voisins, » s'emporta sa mère. « Cet homme nous a rendu notre fille. Il sera notre invité dans cette maison jusqu'à ce qu'il décide de partir. » Loup de Fer la regarda, surpris. Il ne s'attendait manifestement pas à un accueil aussi chaleureux. « Je vous remercie, Madame Harrison, mais nous ne voulons pas vous causer de problème. »« Aucun problème, » dit Martha résolument. « Sarah va mettre des assiettes supplémentaires. Et toi, John, baisse ce fusil. C'est une honte de tenir une arme devant ceux qui ont sauvé notre fille. » Le père baissa son fusil à contre-cœur, mais continua de regarder les Indiens avec méfiance. « Comment puis-je être sûr que vous dites la vérité ?» demanda-t-il. « Papa, » s'indigna Émilie. « Non,
Il a raison, dit Loup de Fer calmement. C'est une question légitime. Il se tourna vers l'un de ses hommes, lui dit quelque chose en comanche. Celui-ci sortit un revolver de sa ceinture et le tendit à John Harrison. « C'est l'arme du trafiquant Carter, » expliqua Loup de Fer. « Nous la lui avons prise quand nous avons libéré votre fille. » Ses initiales se sont gravées sur la crosse, JC. Le père prit le revolver et l'examina attentivement. « Jack Carter, » lut-il. « Oui, je connais cet homme. Il fait du commerce à la frontière des terres indiennes. » Il leva les yeux vers Loup de Fer. « Et vous dites qu'il faisait le commerce d'êtres humains. Je ne le dis pas seulement, je le sais. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Et papa, Émilie prit la main de son père. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter l'homme que j'ai appris à aimer. » Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Sa mère laissa échapper un hoquet de surprise, portant une main à sa poitrine. Son père pâlit. Même Sarah se figea, les assiettes à la main. « Qu'as-tu dit » demanda doucement son père. « J'ai dit que j'aimais Loup de Fer. Et il m'aime. Nous voulons être ensemble. » « Émilie, ma chérie ?» Sa mère s'assit sur le porche, comme si ses jambes ne la portaient en plus. « Tu te rends compte de ce que tu dis ?»« Je m'en rends compte, maman. Mieux que jamais dans ma vie. » Loup de Fer fit un pas en avant. « Monsieur Harrison, je demande la main de votre fille. »« Que ce qu'ambimorphone si... Tu es devenu fou ?» explosa le père. « Tu es un Indien. C'est une jeune femme blanche d'une famille respectable. » John le reprit sa femme. « Quoi, John ? Tu veux que notre fille vive dans un tipi ? Que ses enfants soient des métis ? Papa, comment pouvez-vous dire ça ?» Émilie sentit la colère monter en elle. « Cet homme m'a sauvé la vie. Il est plus noble que beaucoup d'hommes blancs que je connais. » C'est un Indien, Émilie. Vous êtes de mondes différents. Et l'amour peut unir n'importe quel monde, dit doucement Loup de Fer. Ma mère était blanche, mon père était indien. Ils s'aimaient et ont été heureux jusqu'à leur mort. C'est complètement différent. Non, dit fermement Émilie. C'est exactement la même chose. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors je partirai avec lui sur le champ. Émilie, allaita sa mère. Je suis sérieuse. Je suis une femme adulte et j'ai le droit de choisir avec qui je veux vivre. Loup de Fer est l'homme le plus honnête, le plus bon et le plus courageux que je connaisse. Si ma propre famille ne peut pas le comprendre... Attends, l'interrompit son père. Ne prends pas de décision hâtive. Il regarda attentivement Loup de Fer. Tu aimes vraiment ma fille ? Plus que ma propre vie. Et tu es prête à changer ta vie pour elle. Je suis prête à tout. Et ta tribu ? Accepteront-ils une femme blanche ? Certains l'accepteront, d'autres non. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous nous aimons. John Harrison resta longtemps silencieux, étudiant le visage de l'Indien. Finalement, il soupira lourdement. « Asseyez-vous sur le porche. Parlons d'homme à homme. » Émilie voulut rester, mais sa mère lui prit la main. « Viens, ma fille, aide-moi à préparer le dîner. Les hommes ont besoin de parler seuls. » Dans la maison, sa mère serra immédiatement Émilie dans ses bras. « Raconte-moi tout, depuis le début. » Et Émilie raconta. L'enlèvement, le poste de traite, comment Loup de Fer avait refusé de l'acheter et l'avait libéré. Elle raconta le voyage, la poursuite, comment un sentiment avait grandi progressivement entre eux. C'est vraiment un homme bon, maman. Gentil, honnête, noble. Il aurait pu simplement me ramener à la maison et repartir. Mais il est resté parce que nous nous aimons. Sa mère écoutait en silence, hochant parfois la tête. Ma fille, te rends-tu compte à quel point ce sera difficile ? Les gens ne comprendront pas. Ils vous regarderont de travers. Ils bavarderont. Qu'ils regardent.
Ce qui m'importe, c'est ce que vous et papa pensez. Et si vous avez des enfants, ils seront magnifiques, comme les enfants de ses parents. » Martha Harrison s'approcha de la fenêtre et regarda les hommes qui discutaient sur le porche. « Il était vraiment beau, » dit-elle pensivement. « Et il parle comme un homme instruit. » Il est instruit. Sa mère lui a beaucoup appris. « Et qu'a-t-il dit à ton père ?»« Je ne sais pas. Mais pour l'instant, papa ne lui tire pas dessus, et c'est bon signe. » Elles préparèrent le dîner, jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre. La conversation sur le porche durait depuis plus d'1 heure, et il était difficile de deviner, à la mine des hommes, comment les choses se passaient. Finalement, la porte s'ouvrit et le père entra. Son visage était sérieux, pensif. « Alors ?» demanda Émilie avec impatience. « Il a demandé 1 mois, » dit lentement son père. « 1 mois pour prouver qu'il est digne de toi. Il travaillera à la ferme, montrera qu'il peut subvenir aux besoins d'une famille à la manière des Blancs. » « Et vous avez accepté ?» ?»« J'ai accepté d'essayer. Je ne promets pas de changer d'avis, mais il a mérité une chance. » Émilie se jeta au cou de son père et le serra dans ses bras. « Merci, papa. Vous ne le regretterez pas. On verra, ma fille, on verra. » Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue, mais pas hostile. Loup de Fer répondait aux questions des parents, parlait de sa tribu, de la vie de son peuple. Peu à peu, la méfiance commença à se dissiper. « Et qu'adviendra-t-il de vos hommes ?» demanda Martha. « Ils retourneront à la tribu. Ils diront que je suis resté pour aider une famille blanche en remerciement de leur hospitalité. » Et la vérité? Loup de Fer regarda Émilie. « La vérité, c'est que j'ai trouvé mon foyer. Pas un lieu sur une carte, mais la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, même dans une telle situation, sous les regards attentifs de sa famille. Il savait trouver les mots qui touchaient droit au cœur. Quand le dîner fut terminé, son père montra à Loup de Fer la grange où il pourrait passer la nuit. « Demain, on commence au lever du soleil, » dit-il. « On verra comment tu travailles. »« Je ne vous décevrai pas, » promit Loup de Fer. Quand les hommes furent partis sa mère s'assit à côté d'Émilie. « Tu l'aimes vraiment ?»« Oui, maman. Plus que je ne pensais pouvoir aimer. Alors prie pour qu'il soit digne de ta confiance, et pour que votre amour soit plus fort que tous les obstacles qui vous attendent. » Émilie regardait par la fenêtre la grange où vivait maintenant l'homme qui avait changé sa vie. 1 mois. 30 jours pour prouver à tous que l'amour peut vraiment surmonter toutes les différences. Elle était sûre qu'ils y arriveraient. Ils le devaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le mois passa comme un seul jour, bien que chaque matin commençât par de nouvelles épreuves. Loup de Fer travaillait à la ferme de l'aube au crépuscule, accomplissant les tâches les plus ardues. Il réparait les clôtures, creusait un puits, aidait à la récolte. Ses mains, habituées à l'arc et à la lance, tenaient maintenant le marteau et la charrue. Et pas une seule fois, il ne se plaigna ni ne montra qu'il lui était difficile de s'adapter à un mode de vie étranger. Émilie l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, où elle a aidé sa mère à préparer le déjeuner. Sa chemise collait à son dos de sueur, ses muscles se tendaient lorsqu'il soulevait de lourdes bûches pour la nouvelle clôture. Même en accomplissant un simple travail de ferme, il se déplaçait avec la même grâce et la même force que dans les prairies. « C'est un bon travailleur, » admit sa mère, regardant elle aussi par la fenêtre. « Ton père dit qu'il a fait en 1 mois ce qu'un ouvrier agricole n'aurait pas fait en 2. Il veut prouver qu'il est digne de moi, » dit doucement Émilie, « même si je le sais déjà. » Et comment réagissent les voisins? Émilie fronça les sourcils. C'était un sujet sensible. La nouvelle qu'un Indien vivait à la ferme des Harrison
s'était rapidement répandu dans les environs. Les réactions allaient de la curiosité à l'hostilité ouverte. Certains voisins avaient cessé de leur rendre visite, tandis que d'autres venaient exprès pour voir le sauvage. De différentes manières. Madame Peterson dit que j'ai perdu la tête. Monsieur Johnson a proposé à mon père de l'aider à régler le problème. Mais le vieux MacGregor a dit que si un Indien peut travailler comme deux Blancs, alors qu'il reste. Et que dit le pasteur Williams? Le pasteur... Émilie marqua une pause. Le pasteur pense que Loup de Fer doit se convertir au christianisme s'il veut m'épouser. C'était la question la plus difficile de toutes. Loup de Fer respectait la foi d'Émilie, allant même avec la famille à l'église le dimanche. Mais il n'était pas pressé de se faire baptiser. Il l'expliquait simplement: « Je ne peux pas prétendre croire en quelque chose que je ne crois pas. Ce serait un manque de respect envers votre Dieu et envers les esprits de mes ancêtres. Et qu'en penses-tu? Je pense que Dieu ne regarde pas les mots qu'une personne prononce à l'église, mais ce qu'elle a dans le cœur. Et le cœur de Loup de Fer est pur et bon. » Sa mère hocha la tête, mais Émilie voyait l'inquiétude dans ses yeux. Elles bien le comprenaient toutes deux que sans la bénédiction de l'Église, leur relation serait encore plus compliquée. Le soir, une fois le travail terminé, Émilie et Loup de Fer se promenaient dans le jardin derrière la maison. C'était devenu leur tradition. Chaque soir, ils passaient une heure seuls, se racontant leur journée, faisant des projets pour l'avenir. « Père a dit que vous aviez réparé toute la clôture nord en une seule journée, » dit Émilie en lui prenant la main. « Il est impressionné. C'est une bonne chose. Je veux qu'il voie que je peux prendre soin de vous à la manière des Blancs. Et vous n'êtes pas fatigué de tout ça, de devoir constamment prouver quelque chose. » Loup de Fer s'arrêta et se tourna vers elle. Fatigué. Parfois, je rêve des prairies, du vent dans mes cheveux, de la liberté des grands espaces. Mais ensuite, je me réveille et je vous vois. Et je comprends que tout cela en vaut la peine. Émilie se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. En un mois, leur relation était devenue plus profonde, plus forte. Ils avaient appris à se connaître dans la vie quotidienne, et pas seulement dans des situations extrêmes. Loup de Fer. Et si mon père dit non finalement? Et si un moi ne le convainc pas? Alors nous partirons. Nous trouverons un endroit où nous pourrons vivre en paix. Mais je ne veux pas rompre avec ma famille. Vous n'aurez pas à le faire. Votre père est un homme têtu mais juste. Il voit comment je travaille, comment je me comporte avec vous. Il prendra la bonne décision. » Il y avait de l'assurance dans sa voix, mais Émilie remarquait comment il regardait parfois l'horizon avec nostalgie. Elle comprenait. Son monde, son peuple lui manquait. Et cela lui faisait mal de penser qu'il sacrifiait tout cela pour elle. « Et si j'allais avec vous dans votre tribu ?» proposa-t-elle. « Vivre parmi les vôtres, comme vous vivez parmi les miens ?» Émilie, c'est trop dangereux. Tous les membres de ma tribu ne comprennent pas mon choix. Certains pensent qu'étant que j'ai trahi nos traditions. Mais votre mère... Ma mère était une captive qui est devenue membre de la tribu. C'est une situation très différente. Ils arrivèrent au vieux chêne au bout du jardin et s'assirent sur le banc que Loup de Fer avait fabriqué de ses propres mains. Émilie se blottit contre son épaule, savourant ces moments de paix. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle doucement, « je veux que vous sachiez que ce mois a été le plus heureux de ma vie. Et de la mienne aussi. Même malgré toutes les difficultés rendant le bonheur encore plus précieux. » Le lendemain matin, leur vie paisible fut troublée par une nouvelle inattendue. Un cavalier inconnu arriva à la ferme, un jeune homme en uniforme militaire. Il était visiblement agité et demanda à parler immédiatement à M. Harrison. « Monsieur Moore, que se passe-t-il » demanda le père d'Émilie en sortant sur le porche. « Et monsieur »
Je suis le lieutenant Davis, du fort Laramie. Nous avons des informations selon lesquelles un Indien en fuite se cache ici. Émilie sentit son sang se glacer. Loup de Fer travaillait à ce moment-là dans la grange et n'avait pas encore remarqué l'arrivée du militaire. En fuite, répéta son père. Qu'a-t-il fait? Il a participé à l'attaque d'un poste de traite il y a 2 semaines. Il a tué un homme blanc et a volé les marchands. Ce n'est pas vrai! Ne put s'empêcher de crier Émilie. Loup de Fer n'a tué personne. Loup de Fer? Le lieutenant sortit un papier de sa poche. C'est précisément lui que nous cherchons. Une récompense de 500 $ est offerte pour sa capture. Qui a offert cette récompense? Demanda son père. Les frères du marchand Carter. Ils affirment que cet Indien a tué leur frère et a enlevé une jeune femme que celui-ci avait achetée honnêtement. Émilie et son père échangèrent un regard. Tout était clair maintenant. Les Carter n'allaient pas renoncer si facilement à leur vengeance. « Lieutenant, » dit John Harrison prudemment, « avez-vous des preuves de ces accusations? » Des témoignages. Plusieurs personnes ont vu les Indiens attaquer le poste de traite. Et ces témoins sont des amis des frères Carter? Cela n'a pas d'importance. La loi, c'est la loi. À ce moment, Loup de Fer sortit de la grange. Il comprit immédiatement que quelque chose de grave se passait et s'approcha rapidement de la maison. « Le voilà !» cria le lieutenant en saisissant son revolver. « Attendez !» John Harrison se plaça entre le militaire et Loup de Fer. Cet homme vit sur ma ferme depuis 1 mois. Il n'a tué personne. Monsieur, écartez-vous. Je dois arrêter ce criminel. Et moi, je vous dis qu'il n'est pas un criminel. Le père commençait à s'énerver. Loup de Fer a sauvé ma fille de ces mêmes trafiquants d'esclaves. Avez-vous des preuves? J'ai la parole de ma fille et ma propre parole. Loup de Fer s'approcha, levant les mains pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de résister. « Lieutenant, » dit-il calmement, « je suis prêt à vous suivre et à répondre à toutes les questions. Mais promettez-moi que cette famille ne souffrira pas pour m'avoir hébergé. »« Loup de Fer, non !» Émilie sortit en courant de la maison. « Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il n'a rien fait. Mademoiselle, écartez-vous. »« Je ne m'écarterai pas. Cet homme m'a sauvé la vie. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-moi aussi. »« Émilie, ne faites pas ça, » dit doucement Loup de Fer. « Je m'en sortirai. »« Mais ils peuvent vous pendre sur la base de faux témoignages. Alors ce sera la volonté de Dieu. »« Non !» Émilie se jeta sur lui et le serra dans ses bras. « Je ne vous laisserai pas emmener. » Le lieutenant ne savait manifestement pas quoi faire. Il s'attendait à une arrestation rapide et se retrouvait face à une famille qui défendait un fugitif. « Écoutez, » dit-il enfin, « peut-être pouvons-nous nous entendre. Si cet Indien c'est vraiment innocent, le tribunal l'acquittera. Et s'il ne l'acquitte pas? » demanda Émilie. « Vous savez bien comment les Indiens sont traités dans les tribunaux. Ce n'est pas mon affaire. J'exécute un ordre. » Loup de Fer écarta doucement Émilie et la regarda dans les yeux. « Faites-moi confiance. Tout ira bien. Comment le savez-vous? Parce que la vérité, c'est de notre côté. Et la vérité triomphe toujours. » Il se tourna vers le père d'Émilie. « Monsieur Harrison, le mois est presque écoulé. Quelle est votre décision? » John Harrison regarda le lieutenant, sa fille, et l'homme qui demandait la main d'Émilie. « Ma décision est la suivante. Loup de Fer est un homme digne et un bon travailleur. S'il avait demandé la main de ma fille il y a 1 mois, j'aurais dit oui. »« Du papa !» Émilie n'en croyait pas ses oreilles. « Et je dis oui maintenant, » continua son père. Malgré tout, Loup de Fer sourit pour la première fois de la matinée. « Merci, monsieur, cela signifie beaucoup pour moi. »
Assez de bavardage, aboya le lieutenant. Je vous arrête pour suspicion de meurtre. Et je l'accompagne en tant que sa fiancée, déclara fermement Émilie. J'en ai le droit. Et j'y vais en tant que témoin de son innocence, ajouta son père. J'en ai aussi le droit. Le lieutenant comprit que l'affaire prenait une tournure inattendue. Il s'attendait à arrêter un Indien en fuite, et il se retrouvait avec toute une famille prête à se battre pour la justice. « Très bien, dit-il enfin, mais nous allons tous ensemble au fort, et pas de tentative de fuite. Nous ne fuirons nulle part, promit Loup de Fer. Nous n'avons aucune raison de fuir, la vérité. » 1 heure plus tard, une petite procession se mit en route. Loup de Fer chevauchait à côté du lieutenant, non pas comme un prisonnier, mais comme un homme allant volontairement répondre de ses actes. Émilie chevauchait à ses côtés, lui tenant la main, montrant au monde entier qu'elle n'avait pas honte de son choix. « Quoi qu'il arrive au fort, » lui murmura-t-elle à l'oreille, « souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez une famille qui se battra pour vous. Et j'ai la femme que j'aime plus que la vie, répondit-il. C'est suffisant pour surmonter n'importe quelle épreuve. » La route vers le fort fut longue, mais pour Émilie, elle passa trop vite. Chaque mal les rapprochait d'un avenir incertain. Le procès serait-il juste? Croirait-on le témoignage d'une famille blanche contre celui d'autres blancs? Et qu'adviendrait-il de leur amour si Loup de Fer était reconnu coupable? Mais quand elle regardait le visage calme et courageux de son bien-aimé, ses doutes se dissipaient. Ils avaient traversé l'enlèvement, la poursuite, la méfiance de la famille et l'hostilité des voisins. Ils surmonteraient aussi cette épreuve, parce qu'ils avaient fait l'amour. Et l'amour, comme Émilie l'avait compris au cours de ces mois, peut vraiment surmonter tous les obstacles, même ceux que le monde entier dresse devant lui. Le soleil se couchait derrière les montagnes quand ils aperçurent les murs du fort Laramie. Demain commencerait un nouveau chapitre de leur histoire, peut-être le plus difficile. Mais ils l'affronteraient ensemble, main dans la main comme tout le reste. Et c'était le plus important. 1 an plus tard, Émilie se tenait à la fenêtre de sa nouvelle maison, contemplant les vastes prairies. La maison avait été construite à la frontière entre les terres des Blancs et le territoire indien. Un lieu symbolique pour une famille qui unissait 2 mondes. Le tribunal avait acquitté Loup de Fer, après qu'il fut révélé que les frères Carter avaient un soudoyer de faux témoins. De plus, les trafiquants eux-mêmes furent condamnés pour traite d'esclaves. La justice avait triomphé, mais le chemin avait été long et difficile. Maintenant, Loup de Fer travaillait comme traducteur et médiateur entre l'armée et les tribus indiennes, aidant à éviter les conflits. Émilie enseignait dans une école pour les enfants des colons et des Indiens. Leur mariage avait été béni à la fois à l'église et par le chaman de la tribu Comanche, une union symbolique de 2 traditions. « À quoi penses-tu » demanda Loup de Fer en l'enlaçant par derrière. « À tout le chemin que nous avons parcouru. Tu te souviens de ce poste de traite où nous nous sommes rencontrés? Je m'en souviens. Je me souviens de ton air, effrayé, mais pas brisé. Et moi, je me souviens de tes mots. Elle sera sous ma protection. Et j'ai tenu ma promesse. » Émilie se tourna dans ses bras et plongea son regard dans ses yeux sombres et familiers. « Vous l'avez tenu. Et bien plus encore. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre, où, sous son cœur, grandissait une nouvelle vie. Le fruit de leur amour, un pont entre 2 mondes. « Comment penses-tu que sera notre enfant? Beau comme sa mère et têtu comme son père. Rit Loup de Fer. Et libre, ajouta Émilie, libre des préjugés qui séparent les gens. » Ils se tenaient à la fenêtre, enlacés, regardant le coucher de soleil sur les prairies. Quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, il y avait un monde qui ne comprenait pas toujours leur choix. Mais ici, dans leur maison, à la frontière entre les mondes, régnaient l'amour et la compréhension. Et c'était tout ce dont ils avaient de besoin pour être heureux.